Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Jour 283. Je ne suis pas mort, pas encore en tout cas. Je sais que j'ai plus fait de vidéo depuis longtemps, mais comme tu l'as peut-être vu dans une vidéo qui date déjà d'il y a 3 semaines, je travaille un peu plus discrètement ces derniers temps et j'essaye de n'allumer ma caméra que quand j'ai des choses à partager. Il est tard le soir et j'avais envie de partager les choses que j'ai apprises ces derniers jours, même cette dernière semaine. Parce que j'ai appris énormément de choses. Bon, je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais j'ai lu 2 bouquins, ou plutôt j'ai lu un bouquin complètement, enfin lu et re-relu, et j'ai entamé un autre livre. Et pour te la faire courte, le premier livre parlait beaucoup de psychologie de trading, mais pas dans le sens qu'on l'entend d'habitude, parce que d'habitude la psychologie de trading c'est tu trades mal parce que t'as la mauvaise psychologie, enfin le truc classique qu'on entend partout. Ici c'était vraiment un livre qui allait au-delà de la psychologie classique du trading comme on l'entend, et qui allait plutôt chercher du côté on va dire des croyances. D'ailleurs, si le livre t'intéresse en lui-même, ça s'appelle Trading Beyond the Matrix. Peut-être que je peux te le montrer, parce que j'aurais des choses à te montrer. Donc, le livre s'appelle Trading Beyond the Matrix. Voilà. C'est ce livre-là, de Van Catharp. Et honnêtement, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps, mais que je n'avais pas cerné ou pas compris au départ. Et le fait de l'avoir relu et re-relu cette dernière semaine, ces derniers 10 jours, m'a permis de comprendre énormément de choses. Et donc, comme je le disais, c'est pas un livre de psychologie de trading classique où tu vas avoir le blabla habituel. Ouais, t'as une mauvaise psychologie de trading, tu fais des erreurs parce que t'as peur, blablabla. Non, c'est vraiment un livre qui va creuser plus profondément dans ta personnalité et ce qui va te pousser non pas nécessairement à commettre des erreurs de trading, mais à commettre des erreurs dans ton parcours d'apprentissage du trading. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin ces derniers temps. La conclusion que j'en ai tirée, et tu vas comprendre pourquoi je me suis mis à lire le deuxième livre dont je vais te parler juste après, c'est qu'en réalité, ma psychologie, non pas de trading, mais ma psychologie en général, me poussait à ne pas, on va dire, faire le travail nécessaire pour réussir en trading. Le travail nécessaire, c'était quoi? En tout cas, pour ma part, mon plus grand problème, c'était quoi? C'était de ne pas avoir de stratégie clairement écrite, noir sur blanc. Je l'ai peut-être souvent dit dans les vidéos ces derniers temps, et j'ai même fait une vidéo à ce sujet, il me semble. Ouais, voilà, ici, je n'ai pas de stratégie. En réalité, quand je dis que je n'ai pas de stratégie, ça ne veut pas dire que j'aborde les marchés de façon totalement random, mais ça veut dire que je n'ai pas un document, ou peu importe la forme que ça prend, mais je n'ai pas écrit noir sur blanc les règles qui me poussent à ouvrir une position, fermer une position. J'ai pas de règles précises d'entrée, de sortie, de gestion de trade, etc. Ce qui est du coup une approche discrétionnaire. Donc discrétionnaire, ça veut dire que tu es libre, entre guillemets, de dicter les raisons qui vont te pousser à prendre un trade. Mais le problème, c'est que même un trader discrétionnaire a des règles. Et il a pu, et je vais en parler après, mais tester du coup une sorte de stratégie. Même si bien évidemment, on va pas parler d'une stratégie de trading automatique, qui peut être automatisée, tradée par un robot. Donc on va pas parler de trading mécanique. Mécanique, c'est le mot qu'on utilise pour dire du trading automatique. Mais ça n'empêche que même le trader discrétionnaire a une stratégie qu'il a pu vérifier dans le temps. Que ce soit avec du backtesting, donc en la testant par le passé, même si ça peut être un peu plus complexe pour des stratégies par exemple qui intègrent l'analyse fondamentale, ou bien avec du forward testing. Donc ça veut dire que simplement il a eu une idée, on va dire, il a observé certains comportements sur le marché qu'il a voulu exploiter, il a fait une idée, sur base de cette idée il a développé une stratégie, et puis simplement il a appliqué cette stratégie, peut-être sur un petit compte démo, pendant 6 mois, 1 an, et puis voyant les résultats, après il a dressé une sorte de profil de performance, et il a vu que tiens, ok, c'est une stratégie rentable, elle a une espérance positive, etc. Et alors il a continué à l'appliquer, mais peut-être avec plus de capitaux. Bref, mais donc tout ça, tout ce dont je te parle là, il m'a fallu ce livre, ce premier bouquin en fait, pour me rendre compte que j'avais pas de stratégie, que c'était une grande erreur parce que sans stratégie, et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, si tu n'as pas de stratégie, et ce que j'entends par stratégie, donc c'est vraiment des règles écrites noir sur blanc qui disent, tiens, déjà une idée derrière ta stratégie, par exemple, tiens, moi je cherche à suivre les tendances peut-être, on va prendre l'exemple le plus simple, tu es un trader de suivi de tendance, eh bien, quels critères est-ce que tu vas utiliser pour dire tiens, j'entre ou je sors? Peut-être que tu vas dire j'essaye d'entrer lorsque le prix retrace
un certain pourcentage, ou alors quand le prix atteint un certain niveau peut-être de support dans une tendance haussière. Et puis tu vas essayer de raffiner le plus possible ta stratégie pour avoir vraiment des critères ou des règles très précises qui disent tiens, j'entre quand j'ai X, Y, Z, bam, j'entre. Et puis alors, aussi dans l'autre sens, tiens, quand est-ce que je sors? Est-ce que je sors quand le prix s'est déplacé d'un certain pourcentage, d'un certain nombre de points? Est-ce que je vais chercher une cible sur mon graphique? Est-ce que je sors, je sais pas moi, avant une annonce économique? Enfin bref, il y a autant de stratégies possibles que de traders dans le monde, mais tu dois avoir des règles précises et ça va être difficile. Je me souviens, c'est une phrase qui était dans ce livre, c'est si tu n'as pas de règles, ou je vais le formuler autrement, une erreur en trading, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent on se dit oui, j'ai commis une erreur, je fais des erreurs quand je trade. En réalité, une erreur en trading, c'est le simple fait de ne pas suivre sa stratégie, de ne pas suivre les règles. Mais si tu prends le corollaire de la phrase que je viens de dire, si tu n'as pas de règles, tout ce que tu vas faire est une erreur. Et ça, c'était une phrase dans le livre, donc c'est faire une erreur en trading, c'est ne pas suivre ses règles, mais si tu n'as aucune règle, ce qui était mon cas, tout ce que tu vas faire est une erreur. Parce que tu n'as aucun moyen de vérifier si ça rentre ou non dans le spectre de ta stratégie. Peut-être que inconsciemment, tu vas respecter entre guillemets ta stratégie, ou en tout cas celle qui est dans ta tête, mais très souvent, tes émotions vont entrer dans le jeu, et tu vas dévier de ta stratégie, entre guillemets. Bon, je dis entre guillemets parce que elle n'est même pas écrite, donc comment savoir si c'est vraiment ta stratégie ou pas? Bref. Ça, c'était le premier bouquin. C'est ce que j'ai compris ces derniers temps. Ça a un lien avec la vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines de j'ai pas de stratégie, etc. Et donc, ces dernières semaines, je me concentre vraiment sur non seulement réunir un peu toutes les connaissances que j'ai acquises au fil du temps sur les marchés, mais aussi essayer, et c'est ça le plus difficile, je pense, de concrétiser ma ou mes stratégies, parce que tu peux avoir plusieurs stratégies. Bref, je vais en parler avec des illustrations, ça va être plus simple. Bam. Hop, il y a encore un dessin d'un ancien schéma que j'avais fait. Ok, c'est bon. Donc, je vais en parler avec un dessin, mais disons simplement que ce que tu dois retenir jusqu'à présent, c'est que tu as besoin d'une stratégie de trading. Ça, j'insiste là-dessus, tu as besoin d'une stratégie. Et une stratégie, c'est quoi? C'est des règles précises, écrites noir sur blanc. Par exemple, tiens, je suis un trader qui fait du suivi de tendance. Je cherche donc à attraper peut-être les impulsions. Sur quelle unité de temps? Ce que je cherche sur un graphique, c'est peut-être quand, après une grande impulsion, le prix se retrace. Ok, ça c'est la première chose que je cherche. Qu'est-ce qui détermine le début d'un retracement peut-être? Donc à quel moment je dis, tiens, ici j'ai un sommet, et le prix commence à se retracer. Ok, une fois que j'ai mon retracement, où est-ce que je m'attends à ce que le prix descende, on va dire? Et puis comment est-ce que je décide d'entrer ou quoi? Bref, toutes ces choses-là, en fait, ça doit être écrit noir sur blanc, ça doit être des règles. Alors après, bon, c'est pas parce que tu as des règles écrites noir sur blanc que ta stratégie pour autant est automatisable. Si c'est juste des règles écrites noir sur blanc, ça reste relativement discrétionnaire. Ce qui va distinguer une stratégie mécanique d'une stratégie discrétionnaire, c'est globalement le fait que ta stratégie ou tes règles peuvent être, entre guillemets, converties en code informatique et encodées dans une machine pour qu'elle puisse faire le backtesting de façon automatique. Bref. Mais donc, j'insiste vraiment là-dessus, mais si tu, comme moi, as fait l'erreur pendant trop longtemps de ne pas avoir ces règles écrites noir sur blanc, commence dès maintenant, ou dès demain s'il est tard, mais commence au plus vite à bosser là-dessus. Parce que sans stratégie, c'est comme si tu n'avais pas de plan de trading, et sans plan de trading, tu ne peux pas réussir. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, et c'est ça le deuxième point important de la vidéo, ou la deuxième partie de la vidéo qui est importante, et c'est plus en lien avec le deuxième livre. Donc je t'ai dit que le premier livre que j'ai lu, donc c'est Trading Beyond the Matrix, ok? Si jamais tu veux l'acheter ou le consulter, etc. Bref. Donc ça c'est le premier livre, ok? Ce premier livre m'a amené à un deuxième livre, puisque du coup là, on va dire le gros point que j'ai compris, même s'il y a énormément de choses à implémenter, à intégrer pour réussir en trading, c'est comme si maintenant, dans ce livre, tu as un peu une formule, tu vois, où pour réussir en trading, il te faut le point A, le point B, le point C, le point D. Sauf que, imaginons le point A, ce soit, pour réussir en trading, il faut déjà vouloir faire du trading. Bon, ça, je veux dire, ça, c'est un peu stupide ce que je dis, mais ça semble évident. Le point B, c'est, il faut développer une stratégie de trading. Et disons que, en lisant ce livre, tu vois, c'est comme si, et Dieu sait que je l'ai lu et relu, mais il y a les points C, D, E, il y a d'autres points, mais en fait, ça ne sert à rien de m'attarder, ou plutôt de me concentrer sur ces points à suivre, étant donné que j'ai même pas encore de stratégie. D'ailleurs, même les points suivants dans le livre font référence à justement ta stratégie, et comment l'appliquer correctement, comment vérifier qu'elle est rentable, etc.
Du coup, ben, j'avançais tranquillement dans mon livre. Enfin, encore une fois, j'ai tout lu. Puis je suis revenu en arrière, je me suis dit, bah, dans quel ordre je dois faire les choses? Bon, ok, point A, bah, la motivation, je pense qu'elle est là, ça fait quasi 1 an que je fais des vidéos, et ça fait plus de 3 ans que je m'intéresse au monde du trading et de la finance, donc mon désir de devenir trader, je pense qu'il est là, ça, il n'y a pas de souci. Point B, trouver une stratégie. Bon, et c'est ce dans quoi je suis là maintenant. Les autres points, j'en parlerai probablement plus tard dans d'autres vidéos, d'ici quelques mois ou quoi, mais là maintenant mon gros focus c'est vraiment la stratégie, et je ferai peut-être même une série de vidéos que j'intitulerai, je sais pas moi, créer sa stratégie ou un truc comme ça, ou bon, je vais pas t'apprendre à créer une stratégie parce que moi-même j'en ai pas, mais en tout cas je vais peut-être partager les étapes par lesquelles je passe pour faire cette stratégie, tout comme je t'ai partagé mon aventure jusqu'ici. Ça pourrait être sympa de, tiens, vidéo genre #1, bah là d'abord on va essayer de trouver une idée de marché, tu vois. Par exemple, je vais essayer de développer mon idée. Peut-être pas dans la vidéo, je l'aurais fait off-cam, mais je vais simplement partager ce que j'ai fait comme travail en vidéo. Puis peut-être numéro 2, ben tiens, on va essayer de développer des critères d'entrée. Puis tiens, numéro 3, 4, etc. Puis peut-être, je sais pas moi, la vidéo 10. Ok, maintenant on va essayer de tester ma stratégie et de dresser un profil avec des performances, voir un peu les stats, voir le facteur de profit, l'espérance, etc. Et puis après, une fois que je l'ai backtesté, ok, comment est-ce que maintenant je peux la forward tester, mais je vais en parler maintenant pour pas donner trop de détails. Je vais en parler maintenant parce que beaucoup de gens, en fait, je me souviens d'une question qui m'avait été posée en commentaire, juste avant d'aborder ça. Bon, c'est bon, j'ai effacé tout. Bref, le deuxième livre que j'ai lu, ça s'appelle... Bon, j'ai plus le nom exact, je vais entrer dans la prochaine vidéo, mais globalement, c'est un livre sur les stratégies. Attendez, c'est pas Forward Walk, si voilà, c'est le créateur de la, ouais voilà, Walk Forward Optimization. Donc l'auteur c'est Robert Pardo, voilà, on va le retrouver ensemble. Hop, voilà. Et le livre du coup c'est voilà, évaluation, donc l'évaluation et l'optimisation des stratégies de trading. Donc c'est un peu, si tu as déjà lu par exemple certains grands livres, des livres connus en tout cas en trading, tu connais sûrement Market Wizard, tu connais peut-être Trading in the Zone, tu connais peut-être aussi Technical Analysis of the Financial Markets, ça c'est de John Murphy, qui est sur l'analyse technique. Bref, en termes de livres de référence, tu as le livre que je viens de citer par exemple pour l'analyse technique, tu as Trading in the Zone qui est, je trouve pas le meilleur livre de psychologie de trading, mais en tout cas c'est un livre de référence en matière de psychologie de trading. Tu as Market Wizard, qui est un livre de référence en termes d'interviews de traders professionnels, etc. Et bien ce livre-là, en tout cas ça c'est la deuxième édition, il y en avait une avant ça qui avait été, c'était celle-ci, donc DT, enfin il dit DTOP, OT, enfin bref, Design, Testing and Optimization of Trading System. Donc ça c'est un vieux livre qui date de 92, ou 92 si tu préfères. Et mais bref, donc là c'est la deuxième édition, mais globalement c'est le même livre. Ce livre-là, c'est un peu le livre de référence en termes de création, évaluation et optimisation d'une stratégie de trading. Et donc, c'est le bouquin dans lequel je me suis penché. Pourquoi ? Parce que certaines personnes pourraient dire « Oui, mais c'est bon, t'as qu'à faire ta stratégie, t'as pas besoin d'un bouquin. » Mais la réalité, c'est que peut-être que certaines personnes se sont déjà penchées sur la question de créer une stratégie, mais je l'ai jamais fait. Donc j'ai très vite été confronté au problème de, en fait, j'ai aucune idée de comment faire une stratégie. J'ai aucune idée de par où commencer, etc. Donc je me suis dit, comme je fais très souvent, en fait, quand j'essaie d'apprendre quelque chose, soit je me renseigne sur Internet, ou si je veux avoir des connaissances plus approfondies, généralement, je vais acheter un livre. À la limite, tu pourrais éventuellement acheter une formation, mais je trouvais que acheter un livre de référence, c'est peut-être plus simple que se casser la tête à essayer de trouver une formation sur la création d'une stratégie. D'autant plus que ce livre a été écrit par une personne qui a de la notoriété dans le milieu, du coup je me suis dit que c'était gagnant-gagnant. Bref, ce dont je veux parler par rapport à ce livre-là, c'est que, et je vais démarrer par une phrase, comme je t'ai dit, il y avait une phrase dans un commentaire à laquelle je ne savais pas répondre au début. C'est quelque chose que tu m'as peut-être déjà entendu dire dans une vidéo, mais c'était une phrase qui disait on va dire, enfin, je vais la reformuler, mais bref, les performances passées ne déterminent pas les performances futures. Performances futures, voilà. Donc là, c'est la phrase, ok. Les performances passées ne déterminent pas les performances futures. Autrement dit, c'est pas parce que tu as backtesté une stratégie que ça garantit et qu'elle est rentable sur l'historique
de données que tu as prises, que ça garantit sa rentabilité par l'avenir. Alors j'avais déjà dit ça dans une vidéo et quelqu'un avait commenté, mais je comprends pas, tu dis que les performances passées ne déterminent pas les performances futures, mais en même temps tu dis que c'est important de backtester une stratégie pour savoir si elle est rentable. C'est contradictoire étant donné que même si tu as une stratégie rentable en backtesting, ça garantit en rien qu'elle soit rentable à l'avenir. Autrement dit, ça sert à rien de backtester. Donc ça c'était l'idée de la personne en commentaire, et je sais plus trop ce que je lui ai répondu à l'époque, mais j'ai eu un peu un déclic en commençant le second livre dont je viens de te parler. En réalité, et c'est ce que je suis en train d'apprendre avec la conception de stratégie, jusqu'ici, tu as bien compris que bon, pour faire ta stratégie, tu as besoin de règles précises, etc., que tu définis, et idéalement que tu peux informatiser, on va dire, enregistrer dans un ordinateur, sous forme de code. C'est pas obligatoire, mais c'est l'idéal. Bref, pour évaluer, parce que du coup, comme le livre le dit ici, c'est enfin, il y a la conception aussi, mais elle n'est pas mise dans le titre, mais l'évaluation et l'optimisation de stratégie. Je vais juste parler de l'évaluation parce que je suis pas encore assez loin dans le livre pour parler des trucs d'optimisation, etc. Mais juste pour parler de l'évaluation. Pour évaluer correctement une stratégie, il faut faire deux choses. Ok ? Et je vais vraiment le mettre sous forme de schéma, comme ça. Comme ça, c'est vraiment clair et limpide. La première chose à faire, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le backtesting. Ok ? La deuxième chose à faire, et là tu vas te dire, waouh, c'est le forward testing. Non, en réalité, le forward testing est aussi valable que le backtesting. La deuxième chose à faire, c'est, je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais donc c'est de déterminer dans quelle mesure la rentabilité passée de ta stratégie, avec ton backtesting, dans quelle mesure est-ce que cette rentabilité, dans quelle mesure est-ce qu'on peut espérer avoir une rentabilité similaire mais à l'avenir. Donc tu as le passé, tu as le futur, ok. En réalité, et c'est là, d'ailleurs c'est bien en fait que j'ai cette page ouverte parce qu'en réalité, l'une des méthodes, en tout cas que le livre suggère d'utiliser, honnêtement comme j'y connais rien dans le domaine, je sais pas si c'est la meilleure. Sur le Wikipédia, c'est la méthode de référence, il me semble. Voilà, c'est le standard en termes de validation de stratégie de trading. Mais après, est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que le mec a pas écrit sa propre page Wikipédia? J'en sais rien. Mais en tout cas, donc là, l'optimisation en question, c'est le Walk Forward Optimization. Et donc, bref, c'est une méthode. Je connais encore rien là-dessus parce que j'ai pas lu. Mais l'idée, c'est simplement de... donc, je reprends ton truc. Backtesting, tout le monde sait ce que c'est. Tu vois, tu prends l'historique de prix. Donc, imaginons, voilà, j'ai envie de tester, je sais pas moi, un actif sur les 20 dernières années. Je vais prendre 2004 à 2024 et je vais regarder sur base de cet échantillon de prix là, je backteste mon truc et puis j'ai on va dire un bilan avec toutes les stats de ma strat. Cool, ça me dit simplement ok, ma stratégie était rentable par le passé sur telle période. Okay, la stratégie fonctionnait. Si j'avais, ou alors formulé autrement, si j'avais tradé cette stratégie là entre 2004 et 2024, voilà plus ou moins ce que j'aurais eu comme performance. Bien évidemment, on élimine les erreurs humaines. Mais théoriquement, si c'est une stratégie 100% mécanique, il n'y a pas... L'être humain n'interfère pas avec la stratégie. Ça, c'est une première chose. Mais rien ne nous dit que la stratégie va continuer à fonctionner en 2024 et plus. Et c'est ça le truc dont il parle avec l'optimisation, on va dire, le Walk Forward Optimization, c'est de réussir à lancer une simulation. C'est tout ce que je pourrais te dire dans ces vidéos parce que comme je l'ai dit, j'apprends encore, mais l'idée, si j'ai bien compris, c'est de réussir à lancer une simulation qui va te permettre d'évaluer, on va dire, la probabilité que les données, ou plutôt que la performance passée, okay, que tu as pu générer sur base d'un échantillon spécifique de données ici entre 2004 et 2024, eh bien donc c'est d'évaluer la probabilité d'avoir une performance, on va dire, plus ou moins similaire, okay, un peu comme si donc t'avais un peu comme si tu avais un miroir, tu vois. Donc réussir à la probabilité que tu aies une performance similaire, mais à l'avenir. Ce qui, quelque part, est impossible à savoir juste avec le backtesting, mais possible à savoir, ou en tout cas, c'est possible d'en avoir une idée avec, du coup, des techniques d'optimisation, etc. Bref, je ne saurais pas t'en dire plus, mais donc ça répond à la fameuse phrase de tiens, les performances passées ne déterminent pas les performances futures. C'est vrai, parce que ta stratégie, en fait, elle doit répondre à deux critères. Le premier, donc, c'est celui du backtesting. Est-ce que ma stratégie a été rentable par le passé? Mais la deuxième question, c'est quelles sont les chances que cette stratégie soit rentable à l'avenir? Et ça, c'est ce que peu de personnes font.
On entend beaucoup parler du backtesting sur YouTube, backtesting, oh, mais c'est pas parce que ta stratégie fonctionnait sur une certaine période de temps, même une période très large, ça peut même être, là j'ai pris une période de 20 ans, ça peut même être plus que ça, c'est pas pour autant qu'elle fonctionnera à l'avenir. Et puis encore, c'est rare que quelqu'un backteste sa stratégie sur 20 ans, généralement il backteste sa strat sur 1, 2, 3, parfois les 5 ans, mais c'est rare que les gens backtestent leur stratégie sur une période plus grande que ça. En tout cas pour ceux qui le font manuellement. Et généralement la plupart des gens le font manuellement parce qu'ils n'ont pas de connaissances en codage et du coup ils savent pas comment créer une stratégie algorithmique et la backtester automatiquement. Du coup ils ont un échantillon assez petit et le problème de l'échantillon qu'ils utilisent, c'est que il ne reflète pas la population. Pour ceux qui ont un peu fait de statistiques, t'as un échantillon, je sais même plus comment on note ça, mais bref, t'as un échantillon, et l'idée c'est de, sur base de cet échantillon, évaluer quelle serait la population, donc l'ensemble de la population, comme le dit le mot. Et si ton échantillon est trop petit, donc ça peut être soit parce que tu n'as pas récolté assez de trades sur la période étudiée, soit parce que la période étudiée est trop courte, peut-être que t'as fait du backtesting que sur 1 an, ok, ça peut aussi être parce que tu as testé ta stratégie que sur un seul actif, ou un seul marché, ou un seul type de marché. Enfin bref, ton échantillon est de trop mauvaise qualité que pour refléter du coup une population. Et de façon plus générale, ton backtesting est... comment je pourrais dire ça ? Est de trop mauvaise qualité que pour te permettre de te dire, ok, bah, à l'avenir, en fait, il y a de fortes chances que ma stratégie soit rentable. Et c'est aussi un sujet du coup qui est abordé dans le livre, mais je ne saurais pas non plus t'en parler. L'un des gros problèmes des gens qui font un petit peu d'optimisation pour savoir du coup ce que leur stratégie vaudra à l'avenir, ok, c'est qu'ils font de l'overfitting. Alors c'est un terme avec lequel je suis encore novice, mais de ce que j'ai compris, l'overfitting en fait c'est quand tu vas surévaluer les performances potentielles de ta stratégie. Donc imaginons tu as la stratégie X, Y, Z et elle te dit bah tiens ta performance elle est de plus X% annuel sur un an ou sur un mois, enfin bref c'est le retour moyen que tu peux avoir. Et imaginons que ça c'est en backtesting, dans certaines conditions de marché, mais l'idée c'est juste de te dire que la performance à laquelle tu t'attends est exagérée par rapport à ce que tu auras en conditions réelles. De nouveau, c'est tout ce que je peux te dire sur l'overfitting, mais donc en gros c'est surévaluer les performances potentielles de sa stratégie. Et parfois même les gens font de l'overfitting en backtesting. Ça veut dire que par exemple ils se disent, imaginons, ça arrive très souvent quand tu fais du backtesting manuel. Si tu fais du backtesting manuel, souvent les gens vont prendre des trades qu'ils n'auraient pas pris en situation réelle parce que tu as le facteur humain qui rentre en jeu. Donc même si tu as une stratégie entre guillemets mécanique dans le sens où tu as des règles précises écrites, mais ça peut t'arriver de dévier de ces règles. Et en réalité, tu peux manquer un trade ou 2 trades. Et un simple, peut-être 10% d'efficacité en moins, donc 10% d'efficacité, ça veut dire que sur 10 trades, il y en a un que tu prends pas, ou alors, enfin en tout cas sur 10 trades, tu commets une erreur, donc tu dévies de ton plan à un moment, peut-être que tu prends un trade que tu devais pas prendre, ou tu ne prends pas un trade que tu devais prendre, ça va changer complètement ta distribution en fait. Ta distribution, la distribution de tes profits, enfin profits, pertes, etc. Et du coup, ben, ça va rajouter une variable, on va dire, que tu connais pas dans ta strat. Et enfin bref, ça va fausser toutes tes données, quoi. Mais du coup, c'est ça le truc, c'est que, imaginons, tu fais du backtesting et tu dis oui, je prends ce trade, t'enregistres tous tes trades, tu vois, pour ensuite avoir tes perfs sur la période étudiée. Le problème, c'est que peut-être que parmi ces trades, il y en a qu'en réalité, tu n'aurais pas pris, parce qu'en situation réelle, c'était par exemple, c'est typiquement, tu vois, les cas particuliers, genre. Et en fait, quand tu tombes sur ce genre de situation, tu te rends compte que ta stratégie n'est pas correctement formulée au niveau des règles. Parce que s'il y a de la place à l'hésitation, souvent c'est que c'est pas assez objectif. Et donc dans ce genre de situation, bah, typiquement tu te dis, enfin imaginons tu backtest, tu vois, manuellement, et puis tu dis, oh oui mais je l'aurais pris ce trade, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, comme tu n'aurais pas vu les choses comme tu les vois une fois que tu as les barres qui sont affichées, tu n'aurais pas pris le trade. Et donc
Ça, c'est un exemple d'overfitting parce qu'à la fin, tu vois, tu vas avoir un résultat meilleur que prévu, alors que peut-être que, bah, tiens, ce gagnant, tu l'aurais pas pris. Peut-être que tu aurais pris 2 perdants en plus parce que X ou Y raison, bref. Et encore une fois, c'est sans prendre en compte les facteurs humains parce que même si tu as une stratégie avec des règles précises et strictes, si tu dois appuyer, entre guillemets, sur le bouton manuellement, donc exécuter tes trades manuellement, acheter, vendre, encoder toi-même la taille de lot, le niveau d'entrée, de sortie, etc., il risque d'y avoir des déviations par rapport à ta strat. Et donc en réalité, tu pourrais sous-performer. Parfois, à l'inverse, tu peux surperformer. En prenant par exemple des trades risqués que tu n'étais pas censé prendre, mais qui se sont avérés gagnants, et alors tu peux surperformer ta stratégie. Mais généralement, sur le long terme, tu vas retourner vers une moyenne. Tu vas juste retourner vers la performance moyenne de ta stratégie en backtest. Bref, beaucoup d'informations. Pour moi aussi, j'ai essayé de te résumer en une vingtaine de minutes ce que j'ai appris ces derniers jours. Mais il y a encore beaucoup de boulot. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en réalité, pendant longtemps, et ça a été ma plus grande erreur jusqu'à maintenant, pendant longtemps, j'ai évité de faire le travail nécessaire à la réussite. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est on avance, on apprend des nouvelles choses, on se rend compte que tiens, pour progresser, je dois faire ci, je dois faire ça. Tiens, je dois concevoir une stratégie, ou bien acheter une stratégie, peu importe comment tu l'as, ta stratégie, mais bref, je dois prendre une stratégie et la tester. Puis tu te rends compte que tiens, pour les personnes comme moi qui ont une stratégie avec une approche fondamentale, c'est souvent difficile de backtester en manuel. De backtester automatiquement. Donc tu dois le faire manuellement. Et donc du coup tu te rends compte que ça prend du temps. Et du coup tu as la flemme, tu vois. Et quelque part tu chercheras toujours à faire le moindre effort dans ton apprentissage. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été attirés par le trading parce qu'ils voient ça comme un moyen rapide de faire de l'argent, sauf que ça l'est pas. Enfin, si tu es un trader professionnel, expérimenté, etc., tu peux faire beaucoup d'argent en très peu de temps avec les capitaux suffisants, avec les capitaux nécessaires. Mais en réalité, si tu démarres de zéro, ça va te prendre du temps pour y arriver. Bref, mais du coup, je me rends compte que pendant trop longtemps, c'est un peu un mélange de peur de l'échec et de peur de la réussite. Parce que d'un côté, plus tu progresses, plus tu t'approches de la réussite, donc c'est chouette. Mais d'un autre côté, si tu réussis, t'as plus à perdre. Par exemple, tant que tu es en démo, c'est rien, mais si maintenant tu as un vrai compte avec du vrai argent, là tu as quelque chose à perdre, donc ça peut être stressant. Donc cette peur peut-être de la responsabilité, elle peut te limiter, te pousser à te saboter. Puis alors tu peux aussi avoir de l'autre côté une peur de l'échec, dans le sens où plus tu vas progresser, plus tu vas avoir peur de faire face au moment ou d'être confronté au moment où tu risques d'échouer. Imaginons maintenant tu travailles sur une stratégie depuis quelques semaines, quelques mois, et puis enfin tu la passes sous une batterie de test, et tu te rends compte qu'elle est pas rentable. En tout cas sur la période étudiée, le marché étudié, enfin bref, voilà. Parce que c'est pas parce qu'une stratégie n'est pas rentable sur un actif spécifique, une période spécifique ou un type de marché spécifique qu'elle est à jeter, pas nécessairement, mais en tout cas, bref, tu te dis, zut, j'ai quand même mis beaucoup d'efforts et en fait, ce que je pensais être bon n'est pas bon, tout simplement. Tu fais face à un échec et du coup, quelque part, avant même d'atteindre cet échec-là, en fait, parfois on va procrastiner et on va éviter justement d'atteindre ce moment-là. On va procrastiner, et si tu te mets pas de deadline, si tu t'imposes pas de date butoir toi-même, tu risques de procrastiner et de, non pas jamais progresser, mais en tout cas progresser bien plus lentement que si justement tu allais de l'avant et tu allais vers l'échec. Quelque part, ta priorité devrait être de dire, j'ai envie de concevoir le plus de stratégies possible et justement rencontrer plein d'échecs. Comme ça, plus je vais tester de stratégies, ou en tout cas, plus je vais tester ma stratégie, elle fonctionne pas, l'optimiser, fonctionne pas, bref, et la revoir encore et encore, jusqu'à intégrer tous les petits ingrédients qui font qu'elle fonctionne, et que je peux l'appliquer en conditions réelles, eh bien, mieux ce sera. Parce que justement, si maintenant tu te dis, mais j'ai pas envie de faire face à l'échec, donc je vais retarder ma progression, ce sera pire, et tu vas progresser plus lentement. Alors que si maintenant tu vas de l'avant et que tu fais face à tous les échecs, plus tu vas échouer, plus tu vas quelque part te rapprocher de la réussite en fait. Parce que tu vas progresser vite. Parce que, encore faut-il apprendre de ses erreurs. Bref, ne fais pas cette erreur-là en tout cas, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, si tu n'as pas encore de stratégie de trading écrite, testée et walk forward testée, ou je sais pas comment le dire parce que j'ai plus parlé que d'une partie de ce que j'avais appris. Mais de toute façon, je continuerai à faire des vidéos pour en dire plus. Je t'invite
très sérieusement à te pencher là-dessus parce que tu perds énormément de temps à trader dans le vide en fait, tout simplement. Parce que tu n'as aucun moyen de savoir si non seulement ta stratégie a fonctionné par le passé, mais si en plus ta stratégie fonctionnera à l'avenir. Parce que beaucoup de gens prennent une stratégie par-ci par-là sur internet. Tu as des gourous qui leur disent oui, la stratégie est rentable, etc. Elle fonctionne, c'est grâce à ça que j'ai fait 1000 milliards de dollars sur les marchés. Et puis les gens la prennent naïvement, sans la vérifier, sans faire quoi que ce soit, alors que peu importe d'où vient ta stratégie, que ce soit toi qui l'a créé, que ce soit quelqu'un qui te l'ait donné, que tu l'aies acheté, que tu l'aies trouvé dans une poubelle dans la rue, peu importe, mais ta strat, il faut que tu aies une preuve, et quand on parle de preuve, généralement on parle de mathématiques, de statistiques, il faut que tu aies une preuve qu'elle a été rentable par le passé, et il faut que tu aies une preuve qu'elle a une chance d'être rentable à l'avenir. Si t'as pas ces deux choses-là, bah, il faut que tu les aies en fait. Enfin, il faut que tu les aies. Bref. C'était Dorian. Il est déjà super tard. S'il est tard chez toi aussi, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. S'il est tôt, je te souhaite une bonne journée. Bref, on se dit ciao. À la prochaine, dans la prochaine vidéo.